Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et un grand merci pour votre fidélité à l'émission Au risque de l'histoire. Elle s'appelle Blanche de Castille, Marguerite de Provence ou encore Isabelle de France. Elles ont un point commun, Louis IX, le roi Saint-Louis, qui régna de 1226 à 1270. Alors qui étaient tout d'abord ces trois femmes ? Quel sera leur rôle dans l'exercice du pouvoir du roi saint? Comment définir leur relation entre elles, mais aussi avec le roi? Est-ce que ces trois femmes ont réussi à construire un espace de liberté, d'autonomie dans une société avant tout masculine? Étaient-elles, comme Louis, des femmes pieuses? Et si oui, comment leur spiritualité s'est-elle inscrite dans leur devoir d'État au quotidien? C'est ce que je vais avoir le plaisir de voir avec deux historiennes. Muriel Gaud-Ferragut, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur à l'université Sorbonne Paris-Nord. Votre actualité littéraire est la suivante. Vous venez de publier Blanche de Castille, régente et chef de guerre, un ouvrage paru chez cet éditeur formidable qui s'appelle Calippe, qui est tenu par Cédric Michon. Des petits livres très accessibles, mais qui donnent les derniers résultats de la recherche historique. Et vous en êtes, Muriel Gaud-Ferragut, un très bon exemple. Je voudrais aussi citer un autre livre que vous avez édité, La Reine au Moyen-Âge, qui a été réédité dans la collection de poche des éditions Talendier, chez Texto, La Reine au Moyen-Âge, le pouvoir au féminin, 14e, 15e siècle. C'est un livre qu'on a présenté chez notre partenaire Storia Voce. Donc n'hésitez pas à aller chez notre partenaire Storia Voce pour écouter cette émission. Marie Dejoux, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Alors, votre actualité littéraire chez nos amis des presses universitaires de Rennes, Saint-Louis après Jacques Le Goff. Alors, ce titre, bien évidemment, nécessite une explication. Il y a d'abord le livre de Jacques Le Goff, Saint-Louis, qui est disponible en poche, qui est disponible dans plusieurs éditions. Là, je vous montre simplement l'édition parue dans la collection Quarto de chez Gallimard. Jacques Le Goff, héros du Moyen-Âge, le saint et le roi. Pourquoi écrire un livre sur Saint-Louis après Jacques Le Goff, Marie Dejoux ? Eh bien, au moment où on a eu l'idée de cet ouvrage, il se trouve qu'on fêtait justement l'anniversaire du Saint-Louis après Le Goff, 25 ans, et il était temps de faire un aggiornamento de la recherche sur Saint-Louis depuis ces 25 dernières années, voir quels étaient les chemins qu'elle avait pris. Alors bien entendu, le livre qui est issu d'un colloque est paru un peu après 25 ans, mais c'est un beau bilan historiographique qui montre un petit peu le poids qu'a eu cet ouvrage dans les études sur Saint-Louis, mais également les gens qui ont pris le relais et dans quelle direction. Alors, il faut dire à nos téléspectateurs et nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément Jacques Le Goff. Jacques Le Goff, c'est un des grands papes de l'histoire et son livre a eu un succès absolument phénoménal. On considère, nous historiens, qu'il s'agit d'une des plus belles biographies d'histoire et vous montrer qu'on peut aller plus loin. Et c'est au cours d'une conversation avec vous donc qu'on a eu l'idée de faire cette émission sur l'entourage féminin de Saint-Louis. Je me tourne vers vous, Muriel Gaud-Ferragut. Donc, on va d'abord voir qui était Blanche, qui était Marguerite, qui était Isabelle de France. Et on commence naturellement par Blanche. Après, nous aurons un regard croisé de ces trois personnages. Blanche de Castille, mère, régente, architecte du règne. En quelques mots, qui était Blanche avant de devenir la régente du royaume à la mort de son mari en 1226. Alors Blanche de Castille est la fille du roi de Castille, Alphonse VIII, qui est très célèbre dans la lutte qu'il mène, la fameuse Reconquista contre les musulmans. Et il est le grand vainqueur d'une bataille importante, Las Navas de Tolosa. Et c'est très important de comprendre que Blanche vient du coup d'un royaume où l'identité chrétienne, on est vraiment dans une défense de cette identité. Et il est important de comprendre aussi qu'elle vient d'un royaume où les femmes peuvent hériter de la couronne.
elles peuvent hériter de la couronne de Castille. Il n'y a absolument aucune exclusion de ces femmes. Et d'ailleurs, sa sœur va devenir reine à part entière de Castille. Donc c'est une princesse qui arrive en France en 1200. Elle est choisie par sa très célèbre grand-mère. On connaît bien l'histoire, Aliénor d'Aquitaine, que l'on a chargée de ramener une de ses filles de Castille. Blanche a une sœur, Uraqua, et Aliénor est chargée de ramener l'une des deux. Et donc elle se rend à la cour de Castille. Et après quelques jours de discussion avec l'une et l'autre, elle choisit finalement Blanche, Bianca. Alors les chroniqueurs vont dire que c'est le prénom de Blanche, Bianca, qui était plus facile à prononcer qu'Uraqua, mais en réalité, voilà, l'intelligence de la petite fille, enfin de la... Aliénor d'Aquitaine voit davantage l'intelligence de Blanche plutôt que de... Alors, on ne saura jamais réellement ce qui s'est passé. Elle aurait dû choisir l'aînée. Dans la réalité, elle aurait dû choisir l'aînée. Et pourtant, c'est Blanche qu'elle ramène. Donc, après, les chroniqueurs, bon, pour les uns, c'est le prénom. Pour les autres, sa beauté. Bon, mais il y a quand même voilà, un choix qui est fait à ce moment-là. Aliénor elle-même, tout le monde connaît cette grande reine. Et bon, voilà, sans doute que l'intelligence de la petite fille voilà, lui est apparue. Marie de Joux ? Oui, tout à fait. J'ai peu de choses à rajouter. C'est véritablement une double héritière de deux traditions gouvernementales extrêmement puissantes, la Castille et l'Angleterre. Quel type de femme est-elle à ce moment-là ? Est-ce que c'est une femme qui va évoluer avec le temps ? Elle va se marier, bien évidemment. Elle va grandir, elle va se former. Quelle place, quelle évolution vit Blanche de Castille ? Alors, elle arrive à la cour de France, donc on est en 1200. Pendant longtemps, elle joue un rôle, celui finalement qui est attribué à la future reine de France, c'est-à-dire qu'elle va donner des héritiers, on espère, au royaume. Et en réalité, jusqu'en 1226, elle devient reine seulement en 1223. Donc il y a 23 années qui se passent où... Ce qui est long. Ce qui est extrêmement long, c'est où elle est. Alors on dirait aujourd'hui dauphine, c'est pas la réalité, elle n'est pas la femme du dauphin, il n'y a pas encore ce titre, mais peu importe. Elle est l'épouse du futur héritier à la couronne et elle a un rôle assez modéré, à la seule quand même... La seule exception d'un épisode qui est assez peu connu, le fils, donc son époux Louis, qui deviendra le roi Louis VIII, part en expédition donc en Angleterre. Il est vainqueur à Londres, on est au moment d'une révolte des barons anglais, et elle a à ce moment-là eu un rôle déjà important, puisqu'il va falloir qu'elle puisse garantir des fonds financiers apportés à son époux. Mais pour le reste, elle a vraiment... Avant tout, elle est la mère des futurs héritiers et donc elle va sortir de l'ombre véritablement d'abord comme reine, donc de 1223 à 1226, mais là encore pour un temps très court. C'est une des reines qui a régné le moins longtemps quelque part, comme reine consort, comme épouse de Louis VIII. Donc là, on a quelques chartes qui sont bien conservées aux Archives nationales, où on voit qu'elle va faire, alors c'est toujours la même chose, des fondations, en tout cas, elle est dans son rôle de reine consort, mais là où elle va vraiment sortir de l'ombre et exercer le pouvoir, c'est à la mort de son mari. En 1226, donc elle devient régente. Est-ce qu'on sait quel rôle elle joue dans la formation spirituelle et morale, voire politique, de son fils Louis ? Alors, au Moyen-Âge, la mère est chargée avant tout de l'éducation religieuse. Notamment de son fils, mais pas seulement. Et c'est en tant que reine, alors il y a des enluminures assez célèbres où on nous la montre aussi, choisir le précepteur, donner un certain nombre d'ordres pour l'éducation, notamment politique, de son fils. Mais en réalité, il faut bien voir qu'on va en faire avant tout un modèle de vertu religieuse et morale, mais c'est un modèle qui est développé finalement parce qu'en miroir, à Louis IX, Saint-Louis, et donc il s'agit de la présenter en modèle. C'est elle qui aurait eu cette fameuse phrase qu'elle préférait voir son fils mort que commettre un péché mortel. Mais là encore, ce sont des paroles, des mots prononcés
après posteriori, par les hagiographes. Donc il faut toujours se méfier un petit peu de ces phrases toutes faites où elle est effectivement un miroir, un modèle, mais elle n'a pas joué le plus grand des rôles dans ce que va devenir cette vie de Saint-Louis. Marie de Joux. Oui, on peut même peut-être parler d'une forme d'instrumentalisation de Blanche par les hagiographes, puisqu'en fait, le saint doit être saint dès son enfance. Donc il est véritablement important dans une vita, c'est-à-dire un récit destiné à canoniser un individu, que ses qualités de saint apparaissent dès son enfance. Et Blanche, elle apparaît en fait dans ces vies de Saint-Louis comme la grande éducatrice, comme le rappelait Muriel. L'éducation religieuse était confiée aux mères, mais là, véritablement, son rôle est mis en valeur parce qu'il faut prouver que Louis était déjà saint dès le berceau, ou presque. C'est une reine mécène qui soutient les ordres. C'est, j'allais dire, assez classique pour une reine de soutenir les ordres religieux, de faire des fondations, etc. Oui, le rôle d'une reine, avant tout, c'est d'être justement cette femme mécène qui est chargée d'un certain nombre de fondations. Alors, elle, Blanche de Castille, l'exerce à merveille. C'est quand même elle qui est derrière les deux grandes fondations que sont Maubuisson. Alors, déjà, Royaumont, elle a joué quand même un rôle important. On dit que c'est une fondation de Louis IX, de Saint-Louis, certes, mais au moment de cette fondation, c'est Blanche de Castille qui est aussi derrière. Il ne faut pas oublier que c'est un ordre cistercien, que ce soit Royaumont, que ce soit Maubuisson, qu'elle va fonder elle-même, ou une autre abbaye qu'on connaît moins, qui est à Melun, Notre-Dame du Lys. On est dans des abbayes cisterciennes, alors que on est dans les années 1220-1230. Les cisterciens, il y a eu les franciscains, les dominicains depuis, c'est pas l'ordre le plus à la mode, mais n'oublions pas que par ses parents, Burgos, Las Huelgas, eux-mêmes avaient fondé un très grand monastère cistercien, et il y a vraiment ce modèle qui est toujours derrière cette fondation de Blanche de Castille. Est-ce qu'elle joue un rôle dans l'exercice du pouvoir, parce que le temps avance, on a 3 personnages à voir, mais peut-être sur une fois que son fils devient adulte et qu'il peut gouverner, quel rôle joue-t-elle dans l'exercice du pouvoir par son fils ? Il est crucial, c'est-à-dire qu'on a vraiment une femme de pouvoir. Il y a d'abord la première expérience de la régence jusqu'à la minorité de Saint-Louis en 1234, où elle fait quand même face à une fronde baroniale qu'elle réussit à dominer, à mater. Et puis par la suite, les historiens ne savent pas véritablement quand est-ce que l'influence de Blanche sur Louis cesse. On a parlé de co-royauté. Au moins jusqu'à, alors William Chester Jordan, historien américain, dit que le vœu de croisade de Louis IX en 1244 serait la première décision autonome de Louis IX, qui scellerait donc une première forme de divorce entre le fils et la mère. Mais dès 1248, il part à la croisade et il laisse le royaume entre les mains de sa mère, qui décède en 1252. Donc en fait, c'est quand même un demi-siècle d'exercice ou de coexercice féminin du pouvoir. Et quand on regarde les décisions, moi par exemple en ce moment je travaille beaucoup sur la répression des Juifs, on voit vraiment qu'il y a une expérience politique autonome sous Blanche de Castille. Très souvent, on fait partir les histoires de Saint-Louis de 1226 et toute l'expérience politique menée par Blanche et ses conseillers, bien entendu, est souvent gommée et mise au profit du fils. Alors oui, les actes sont bien rédigés au nom du fils, mais derrière, c'est quand même la mère qui prend des décisions. Et là, on a quand même quelque chose d'assez exceptionnel, je pense. Est-ce qu'elle jusqu'à intervenir dans le lit conjugal ou pas ? Non, ça, il y a beaucoup quand même d'anecdotes. Là encore, celui qui raconte que Blanche empêchait Louis IX et son épouse Marguerite de Provence de se voir. Il fallait qu'ils se cachent, notamment donc, dans ce fameux château de Pontoise où ils avaient leur chambre, il n'y avait qu'un escalier finalement à prendre, et donc que la reine-mère serait tellement possessive et manipulatrice qu'elle empêchait ses époux de se voir. En réalité, il faut faire très attention, c'est Joinville qui nous raconte ça, on est dans le domaine, là encore, de l'anecdote. Joinville, c'est le chroniqueur du règne.
le chroniqueur du règne de Saint-Louis. Et lui, il a toujours été partisan de Marguerite de Provence. Et il recueille toute une série de confidences de Marguerite de Provence. Donc l'épouse de Saint-Louis. L'épouse de Saint-Louis qui n'aimait pas, ça on ne va pas le cacher, sa belle-mère, Blanche de Castille, mais les relations entre les deux sont beaucoup plus complexes que ce que cette anecdote veut bien laisser entendre. Blanche de Castille, c'est une experte politique. Et donc, c'est pas qu'elle soit possessive, c'est tout simplement parce qu'à un moment donné, les relations diplomatiques que mène Marguerite de Provence, ou l'influence politique que veut acquérir Marguerite de Provence, ne lui conviennent pas. Et donc, les rapports vont être antagonistes, mais pas parce qu'elle est juste une belle-mère possessive. Alors, on se tourne précisément vers Marguerite de Provence, et je me tourne vers vous, Marie de Joux. D'abord, en quelques mots, qui était cette Marguerite? Et est-ce qu'elle a joué, au même titre que la mère de Saint-Louis, un rôle politique et diplomatique réel? Alors, Marguerite de Provence, comme son nom l'indique, c'est la fille d'un comte de Provence et d'une princesse de Savoie. Donc, pour la couronne de France, c'est une alliance qui est particulièrement utile, puisque ça permet de faire alliance avec le sud du royaume, dans lequel le pouvoir royal s'implante de manière relativement récente, puisque l'annexion du Languedoc, on est sous le règne de Louis VIII, donc le père de Saint-Louis. Et moi, j'aurais tendance à voir dans Marguerite de Provence une figure régionale beaucoup plus caractéristique de ce qu'était une reine au Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on attend d'elle qu'elle soit la génitrice des enfants, qu'elle donne un héritier, des héritières, ce qu'elle fait. Elle a une figure d'intercession également, c'est-à-dire qu'elle elle a une large activité, on conserve beaucoup de lettres. C'est Audrey Munter qui a consacré une thèse récente à Marguerite de Provence, qui a repéré toutes les correspondances qui sont écrites par Marguerite de Provence. Donc elle a une activité d'intercession diplomatique qui est importante, mais par contre Louis IX la met à distance en fait également de l'exercice du pouvoir, puisque Louis IX est d'une certaine manière également sa mère. Il faut voir que jusqu'en 1252, il y a 2 reines à la cour de France, et que Audrey Munter le montre bien aussi, dans la documentation, on voit apparaître beaucoup plus Marguerite à partir de 1252 et de la mort de Blanche, où elle peut prendre son rôle de reine. Mais ensuite, ça n'est pas le seul moment où véritablement il va lui donner une délégation directe du pouvoir, c'est d'une certaine manière un peu contraint et forcé à Damiette, donc pendant la 7e croisade, où il se retrouve captif. Donc il reste que d'une certaine manière Marguerite pour tenir les rênes du pouvoir à ce moment-là. Mais quand il part pour sa dernière croisade, il ne donne pas la régence à Marguerite, alors qu'il l'avait confiée à sa propre mère lors de sa première croisade. Et puis on peut rajouter aussi cette affaire, qui est quand même une affaire en 1263. Donc on est dans un contexte où l'héritier de la couronne, le prince Louis, est décédé. C'est Philippe, son fils, qui va donc, c'est plutôt le 2e fils de Saint-Louis, Philippe, qui va devenir le futur monarque. Il se marie et à ce moment-là, sa mère lui demande de prêter un vœu de tutelle. Il s'engage à respecter les décisions de sa mère pendant 30 ans. Et Louis IX le découvre et fait casser cette décision par le pape. Et ça scelle une forme de divorce au sein également de ce couple, où véritablement, les dernières années du règne de Louis IX, il y a un gouvernement qui est beaucoup plus autoritaire et qui se fait aussi contre Marguerite de Provence, qui, d'une certaine manière, est renvoyée à ses affaires de reine, on pourrait dire, beaucoup plus ordinaires. Donc c'est quand même une femme qui a été beaucoup plus mise à distance du pouvoir que Blanche qui l'a embrassée. Vous voulez ajouter quelque chose, Muriel ? Oui, pour rebondir, effectivement, Blanche de Castille a eu vraiment, avec la régence, un pouvoir. Là, elle incarne le pouvoir au féminin d'autorité. Donc on a vraiment une reine de pouvoir, alors que Marguerite de Provence est, dans ce qui est tout à fait classique, une reine qu'on va appeler une reine consort. Et donc elle a des fonctions qui sont toujours les mêmes, que ce soit
l'intercession de paix, bon, ce qu'elle n'est pas toujours, mais on va dire la paix, et puis le mécénat, et donner des héritiers, toujours pareil, à la France. Donc, elle a quand même un rôle important avec l'Angleterre, dans les relations. Sa sœur, qui s'appelle Éléonore de Provence, est reine d'Angleterre. Et à ce titre, quand il va, alors au tout début, quand elle arrive, elle épouse Louis IX, donc on est en 1234, là, il y a vraiment un antagonisme très fort, un conflit, Henri III d'un côté, Louis IX de l'autre, mais au fur et à mesure, et notamment quand Louis IX revient de croisade, on va avoir quand même des négociations qui sont menées, et à ce titre, elle a un rôle quand même très important que l'on voit bien justement dans la correspondance que Marie rappelait, où voilà, il y a déjà des tractations qui sont menées, des négociations. Elle écrit beaucoup à sa sœur Éléonore, qui lui répond, à son neveu, etc. Et donc, elle a quand même joué un rôle diplomatique, me semble-t-il, peut-être davantage que d'autres reines consorts. Alors, on a vu le côté des relations entre Blanche et Marguerite. Du côté de Blanche, Marguerite de Provence, avec sa belle-mère, ça a été extrêmement difficile. Encore une fois, c'est très difficile. Je pense qu'on n'arrivera pas à rentrer dans les relations affectives que se sont portées ces deux femmes, parce que finalement, le seul qui en parle un peu, c'est Joinville. Et comme le rappelait Muriel, Joinville, il écrit quand même 30 ans après la mort de Louis IX, quand Louis IX est déjà canonisé. C'est un vieil homme. Et on sent qu'il a envie d'émailler son récit d'anecdotes. Alors voilà, par exemple, il dit que quand Louis IX apprend la mort de sa mère en Terre Sainte, il est effondré, et Joinville irait voir Marguerite pour lui dire vous devez vous réjouir de la mort de cette femme que vous haïssez tant. Et Marguerite, en bonne fille, répond non, puisqu'elle sait que ça va faire de la peine à son mari. Mais encore une fois... Est-ce qu'on est véritablement... Est-ce qu'on est dans on n'a pas d'autres sources. On n'a pas d'autres sources, donc on ne pourra pas en dire beaucoup plus. Est-ce que Marguerite joue à participer à la construction mémorielle et hagiographique de son époux ? Alors ça, c'est intéressant parce que justement, Marguerite n'est pas convoquée pour le procès en canonisation de son mari. Alors, bien entendu, la canonisation, c'est une affaire masculine. Le procès de canonisation de Louis IX, c'est une bonne trentaine d'hommes. Il y a quand même 6 femmes qui interviennent, mais ce sont des moniales. Donc, il y a des membres de la famille royale, Charles d'Anjou, qui est un acteur important de ce procès de canonisation, mais elle en est exclue. Elle a un rôle, mais qui est un rôle beaucoup plus indirect, puisque Guillaume de Saint-Patus, qui est son confesseur au moment justement de ce long procès de canonisation, est également un des rédacteurs d'une vita hagiographique, d'une vie hagiographique de Saint-Louis. Donc d'une certaine manière, elle peut avoir un rôle, mais qui est indirect. Elle n'est pas convoquée pour être un des témoins principaux de la sainteté de son époux. Toutes les deux étaient des femmes de foi ? Toutes les deux sont des reines exemplaires, miroirs de vertu, religieuses, morales, donc des femmes de foi. Et encore une fois, elles vont exercer leur piété sous tout type de forme, que ce soit le mécénat, la charité, les aumônes quotidiennes. Elle a un confesseur, Marguerite de Provence a un confesseur. Je rajouterais quand même que c'est une des seules reines croisées. Elle est partie en croisade avec Louis IX, ce qui n'arrive quand même pas fréquemment. Alors il y a des femmes qui accompagnent, on pense encore une fois à sa grand-mère, à la grand-mère de Blanche, donc Aliénor, Aliénor d'Aquitaine était aussi partie en croisade. Mais là, Marguerite de Provence, on est au milieu du XIIIe siècle, on va dire, c'est beaucoup plus rare à ce moment-là. Donc c'est une reine qui est croisée, c'est une reine qui va aussi favoriser toute une série d'ordres, et on peut penser aux cordelières de Loursine. En tout cas, c'est une reine qui montre cette piété exemplaire qu'on attend de ces femmes. Alors, il y a notamment un épisode aussi assez célèbre que les chroniqueurs racontent et qui est illustré dans une miniature justement du manuscrit dont Marie parlait, de Guillaume de Saint-Patus, où on la voit dans cette enluminure dévêtue, cachant son sein, et Louis IX qui s'écarte à ce moment-là du lit conjugal, tout simplement pour montrer qu'ils ont respecté les 3, donc les nuits de Tobie, c'est-à-dire que la continence pendant
ils ont pas la nuit de noces n'a pas eu lieu. Ils ont bien attendu les trois nuits pour exercer cette nuit de noces. Et donc, elle participe quand même de ce caractère admirable, saint de son mari. Vous voulez ajouter quelque chose ? Non, c'est parfait. Alors, venons-en. Alors, peut-être un dernier mot sur la notion de pouvoir, parce que vous avez écrit, Muriel Gauthier-Régul, ce livre, hein, Le pouvoir au féminin, 14e, 15e siècle. Là, nous sommes au 13e siècle. Est-ce que, au fond, hein, sur ces deux personnages, puisque Isabelle de France, le troisième que nous allons voir dans un instant, c'est un autre exemple, est-ce qu'on peut les qualifier de femmes de pouvoir, et est-ce qu'elles révèlent au fond, est-ce qu'elles sont des images qui s'inscrivent un peu en contradiction avec l'image que l'on peut avoir de la place de la femme au Moyen-Âge ? Alors tout à fait, parce que vraiment la régence de Blanche de Castille a énormément marqué non seulement ses contemporains, mais bien après, hein, au XIVe et XVe siècle, on cite toujours, il y a des lois de régence à ce moment-là qui vont être prises par les rois, et le modèle absolu de régence, ça reste Blanche de Castille. Oui. Donc vraiment, Blanche de Castille, c'est une figure, à mon sens, complètement exceptionnelle dans le pouvoir régalien exercé. Certes, elle agit toujours avec le nom, c'est le nom de son fils, comme le disait Marie, hein, c'est toujours le roi, parce que c'est une régence, et il n'y a pas de sceau de régence, mais c'est elle qui est derrière ces actes, et elle prend tout, vraiment des actes régaliens, hein, que ce soit des décisions militaires, d'ailleurs on la voit partant à la tête de l'armée avec son fils, au moment de la révolte des barons, donc c'est pour ça que j'ai intitulé mon ouvrage « Chef de guerre ». Elle est aussi chef de guerre, elle mène les expéditions. Elle a un rôle militaire, elle a un rôle diplomatique. Sans cesse, elle est dans les négociations diplomatiques. C'est elle qui les mène. Elle a un rôle de roi marieur, comme on dit. Voilà. Elle a vraiment, au niveau financier, au niveau judiciaire, elle exerce tous les pouvoirs. Donc c'est vraiment une figure centrale. Ensuite, dans les lois de régence, hein, le modèle, c'est Blanche de Castille. Marie de Joux, femme de pouvoir ? Oui. Marguerite de Provence aussi, non ? Alors, Marguerite de Provence, à un niveau moindre, à un niveau traditionnel qui est celui qu'on attend d'une reine de France de l'époque, où, bien entendu, la loi salique n'existe pas encore, hein, puisqu'elle va être activée au moment des débuts de la guerre de 100 ans, avec l'accession au trône des Valois. Donc, voilà, il n'y a pas un système de primogéniture mâle qui est véritablement déjà défini, mais les femmes ne montent de toute façon pas sur le trône, contrairement à la Castille qu'évoquait tout à l'heure Muriel. Donc, c'est une reine consort, c'est la femme du roi. Alors donc, Blanche de Castille, Marguerite de Provence, jamais 203, Isabelle de France, la sœur de Saint-Louis, la sainte sœur et fondatrice. On connaît Blanche de Castille, on connaît Saint-Louis bien évidemment, on connaît vraiment pas Isabelle de France. Qui était cette sœur ? Alors justement, c'est un des modèles féminins les plus intéressants parce que elle est restée une laïque, elle n'a jamais prononcé de vœux monastiques, oui. Et pour autant, elle a décidé de refuser tous les mariages que lui proposait sa mère, Blanche de Castille, notamment un mariage très prestigieux, puisqu'il s'agissait d'épouser le fils de l'empereur Frédéric II. Mais elle refuse, donc là on est en 1243, elle refuse toutes les propositions de mariage, et on pense que c'est en 1244, donc au moment où Louis IX, lui, décide de partir en croisade, fait ce fameux vœu de croisade, et bien au même moment, sa sœur, on voit que l'un et l'autre agissent toujours plus ou moins de concert, même si, en tout cas comme miroir, et elle décide donc de se consacrer à Dieu, de consacrer sa virginité à Dieu, et donc elle ne se mariera pas, elle reste laïque, célibataire mais laïque. Donc c'est une vie qui est absolument extraordinaire, puisque normalement, une femme soit se marie, soit entre dans les ordres. Et puis n'oublions pas qu'elle est quand même fille de roi de France, donc c'est une première en réalité, donc une image de femme vraiment extraordinaire. Femme de caractère comme l'est sa mère en fait. Alors non,
Disons que Isabelle, en fait, il faut peut-être le dire aussi, c'est la seule fille de Blanche de Castille et de Louis VIII. Donc ça faisait d'elle le plus beau parti, d'une certaine manière, quasiment d'Occident. Elle était aussi belle que sa mère. Pendant longtemps, en fait, Louis IX n'a pas d'enfant avec Marguerite, donc elle est la seule capétienne à marier. Et j'ai récemment repris en fait le dossier des mariages d'Isabelle. Donc les premières tentatives de mariage, elle est toute petite, elle a 5-7 ans. On est dans le contexte justement de cette régence avec la fronde baroniale, avec la rivalité avec le roi d'Angleterre. On essaie de la marier avec un de Lusignan, puis ça n'est pas possible, puis avec Henri III en personne. Bref, elle n'a pas son mot à dire, elle est toute petite, elle est le jeu d'alliance qui la dépasse et qui en plus ne marche pas. Mais moi, ce qui m'a fascinée, c'est qu'en fait, entre la proposition de mariage du fils de Frédéric II et la dernière proposition en date, il y a 13 ans qui s'écoulent, alors que c'est le plus beau parti d'Occident. Donc ça ne montre pas véritablement une volonté farouche de Blanche d'essayer de caser sa fille. Et moi, je pense en fait qu'à la cour, on a laissé cette jeune femme aspirer à ce modèle de vie qui est assez radical et assez, en effet, surprenant pour une princesse, c'est-à-dire refuser le mariage, parce que les Capétiens nourrissaient déjà cette espèce d'aspiration à avoir un saint pour leur dynastie. Et en fait, Isabelle, c'était la mieux placée à l'époque pour pouvoir avoir cette position-là. Il y avait d'autres modèles, comme celui d'Élisabeth de Hongrie, par exemple, qui, donc, elle s'est mariée, hein, elle a respecté le vœu de sa famille, elle s'est mariée, elle est rentrée dans des ordres mendiants, et puis ensuite elle a été canonisée. On sait qu'elle était l'objet d'un véritable culte à la cour capétienne à l'époque, notamment de la part de Blanche de Castille. Donc en fait, Blanche de Castille, elle portait quand même une forme de... Elle était une des architectes de cette sainteté dynastique. Les Capétiens voulaient un saint pour leur dynastie. Et ce qui est intéressant, c'est que bien entendu, Louis, on portait des aspirations sur Louis, mais à l'époque, je pense que la meilleure candidate, c'était Isabelle. Donc on l'a aussi... peut-être pas encourager, mais laisser vivre cette vie qui était très particulière, mais qu'on peut retrouver à la cour de Hongrie, qui était une des cours qui justement a beaucoup œuvré pour avoir des saints pour sa dynastie et sacraliser son pouvoir. Alors elle ne s'engage pas dans les ordres, mais son nom reste associé à l'abbaye de Longchamp. Quel est son rôle dans cette fondation? Est-ce que c'est le rôle classique d'une fille de reine et de roi que de participer aussi à ces fondations, comme Blanche, comme Saint-Louis, ont fondé tant d'œuvres religieuses? Et alors, pas du tout, parce qu'en fait, oui, elle est fondatrice de l'abbaye de Longchamp, donc ça, on est sur une posture classique, mais elle en est aussi, c'est elle qui en rédige la règle, donc elle fonde un nouvel ordre, et en fait, sans être elle-même ordonnée. Sans être elle-même ordonnée, et en fait, Isabelle, c'est une véritable intellectuelle. C'est une grande latiniste, c'est une grande intellectuelle, et donc elle rédige la règle entourée d'un entourage d'intellectuels mendiants. Et il faut bien voir que l'abbaye de Longchamp, c'est une exception au sein des ordres féminins mendiants, puisqu'en fait, ça va être le seul couvent qui est héritier du franciscanisme, mais qui n'a pas comme modèle Claire d'Assise. On n'est pas chez des clarisses. Ça va être le seul ordre, finalement, dont la fondatrice et Isabelle de France, Isabelle de Longchamp, c'est une fondation royale. Et ce qui est fascinant, c'est que justement, Isabelle a tenu tête à ses prétendants, mais elle tient tête aussi au pape, c'est-à-dire qu'elle défend sa règle, elle réussit à obtenir une règle avec une forte autonomie pour son ordre, et puis elle refuse d'en être l'abbesse, parce que bien entendu, le pape essaye de lui faire prêter un véritable vœu, lui demande de devenir l'abbesse de l'ordre qu'elle a fondé, et elle le refuse. Et elle va vivre toute sa vie en bordure de la clôture monastique, un pied dedans, un pied dehors, toujours un pied à la cour, mais aussi un pied à Longchamp. Donc on a véritablement une figure de l'entre-deux, féminine, que seul le XIIIe siècle pouvait porter, puisqu'on est dans une forme de féminisation du religieux et de laïcisation du religieux qui a avorté avec l'exemple des Béguines et également d'Isabelle. Il y a eu une tentative à ce moment-là, par des laïcs, de s'emparer, et notamment par des femmes laïques, de s'emparer du religieux. Et puis... on va sans doute le dire, mais c'est un relatif échec, puisque Louis IX, lui, est canonisé, mais
pas sa sœur. Il y a le livre de Jacques Dallarin qui reprend en fait le mot de Michelet lui-même, qui disait Dieu, pour ainsi dire, changea de sexe, sous-entendu. L'Église avait... le XIIIe siècle était un siècle féminin sur le plan religieux, comme le sera le XIXe siècle. C'est un modèle de sainteté en dépit d'un caractère très affirmé et de cette volonté de s'opposer au pape, ou en tous les cas de faire face aux oppositions du pape lui-même sur son action? C'est un peu toute la question, parce qu'on pense que c'est Charles d'Anjou qui était vraiment un des grands entrepreneurs de la sainteté de son lignage. Il avait justement, lui, été marié avec une princesse hongroise, et il savait le bénéfice que pouvait tirer une dynastie de la présence de saints en son sein. Et donc, Charles d'Anjou commande à Agnès d'Harcourt, qui est l'abbesse de Longchamp, une vie d'Isabelle. Mais Agnès, elle aussi est une aristocrate, et finalement, dans sa vie, dans la manière qu'elle a de présenter la vie de sa sainte, on a bien entendu le modèle de Claire d'Assise derrière, mais on voit toujours une princesse et on voit toujours une aristocrate. Elle n'a pas réussi à gommer jusqu'au bout ces scories qui font quand même d'elle une femme altière, fière et indépendante, et qui fait que ça ne correspond pas véritablement au modèle de sainteté que le pape pourrait avaliser et promouvoir. Pourquoi est-elle béatifiée? Elle n'est pas canonisée, mais elle est béatifiée si tardivement. Je crois que c'est 3 siècles après sa mort. C'est un peu, je pense que l'explication est aussi dans, et ça c'est Schoenfield qui l'a bien montré dans son livre sur les saintes femmes, qui étaient des femmes qui étaient reconnues, qui avaient une aura de sainteté de leur vivant, mais dont peu ont été canonisées, qui souvent étaient proches des mouvements béguinales. Donc les béguines, ce sont ces femmes laïques qui décident de vivre ensemble, de demeurer vierges ou hors de leur mariage après un veuvage, et qui tentent cette expérience qui va être stoppée et par les rois de France. Il faut bien voir que Philippe le Bel, après s'être appuyé sur des saintes femmes, brûle Marguerite de Porrette, et par la papauté qui trouve que ces formes de vie qui ne sont pas des vies monacales sont trop subversives. Donc, d'une certaine manière, je pense qu'elle a porté une forme de... Elle a porté cet échec-là, en fait, Isabelle. Il a fallu attendre beaucoup plus tard pour qu'on puisse penser que ce type de féminité sainte pouvait être compatible avec des modèles de sainteté plus contemporains. Est-ce qu'on sait le rôle que joue, on va partir dans un regard croisé, le rôle que joue Isabelle dans l'équilibre familial, dynastique, comment sa position de sœur vierge lui permet au fond une autonomie différente de celle de Blanche de Castille et de Marguerite? Il y a là effectivement un espèce de triangle qui se met en place. On est toujours dans une position de miroir en fait. Effectivement, Agnès d'Harcourt ne va pas gommer tout l'aspect aristocratique, royal même d'Isabelle, mais elle va insister sur les jeunes, sur l'ascèse, exactement le modèle de Louis IX. Donc c'est pour ça que je parle de miroir, mais on va insister sur un certain nombre de points, un ascétisme quand même rigoureux. Alors Blanche, d'ailleurs, pour ajouter, Blanche de Castille, c'est toujours positionnée, a toujours eu quand même une certaine modération. Donc elle est très pieuse, elle est charitable. Blanche de Castille a vraiment joué ce rôle, mais sans vouloir aller trop loin dans l'ascétisme. Dans la rigueur, et donc on voit très bien que et Isabelle d'un côté et Louis IX de l'autre, eh bien, sont beaucoup plus loin dans cet ascétisme. Marie de Jouve, la relation entre ces 3 femmes, au-delà de l'ascétisme, est-ce que j'allais dire, est-ce que Isabelle de France est aussi cette personne qui peut améliorer les relations entre la mère Blanche et Marguerite de Provence? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elles ont
presque grandi ensemble, parce que quand Marguerite arrive à la cour de France, elle a 12 ans. Donc c'est Blanche qui finit son éducation, comme elle fait l'éducation à cette époque-là de sa fille Isabelle. Donc c'est deux femmes qui ont grandi ensemble, et une des plus grandes supportrices de la sainteté d'Isabelle, ça va être Marguerite. Marguerite qui, par exemple, va amener sur la tombe d'Isabelle le futur Philippe IV le Bel, qui était malade, pour le faire guérir. Donc véritablement, il y a une relation qui est très proche, très importante entre Marguerite et Isabelle. Est-ce que, parce que vous évoquiez l'ascèse, cet effet de miroir avec Saint-Louis, mais il n'y a pas que l'ascèse, il y a aussi le comportement, l'humilité, la pauvreté volontaire, ce sont des figures féminines, quasi saintes et exceptionnelles. Vous qui connaissez bien l'histoire des reines de France, ce sont des exceptions dans cette histoire? Alors Isabelle de France est fille de roi de France, mais c'est une figure exceptionnelle. Les reines dont on parle, que ce soit Blanche de Castille ou Marguerite de Provence, on parle d'elles comme femmes de pouvoir, d'une grande piété, mais jamais elles ne sont considérées comme des saintes femmes. C'est juste un modèle de piété et de charité, un modèle exemplaire, comme toute reine se doit d'être ce modèle de vertu. Pour la cour comme pour l'ensemble des sujets. Donc il n'y a vraiment qu'Isabelle qui est béatifiée. Et peut-être je rajouterais qu'on disait tout à l'heure que d'une certaine manière, les hagiographes de Louis IX ont écrasé également ces figures féminines qu'ils ont essayé de conformer en fait à des modèles pour le saint. Donc la mère, l'éducation pieuse, la femme, une conjugalité qui répond aux normes chrétiennes. Mais si on regarde ces femmes par d'autres sources, comme a pu le faire Lindy Grant qui s'est emparée des comptabilités, on voit que par exemple Blanche de Castille, c'est une femme qui aime le luxe. Elle aime les belles étoffes, elle aime bien manger, et elle a du mal à comprendre parfois l'habillement de sa propre fille et son goût pour l'ascèse, parce qu'elle ne tient pas son rang de princesse de ce fait. Et Marguerite de Provence, c'est pareil, c'est une véritable aristocrate, c'est aussi une femme qui est mécène, qui aime le luxe. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes figures, mais elles tiennent leur rang, elles se distinguent. C'est une forme de paradoxe, parce que vous disiez tout à l'heure que Blanche de Castille a pu voir en sa fille, cette fille unique, une volonté aussi d'en faire une sainte, mais est-ce qu'on peut devenir sainte en ayant des vêtements de luxe? Et voilà. C'est un peu tout le paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, elle élève sa fille pour être une princesse, mais je pense aussi peut-être derrière que Blanche a une dévotion qui est intense, radicale, mais beaucoup plus cistercienne que mendiante. Oui. Alors que le modèle que vont prendre Louis et Isabelle, c'est un modèle mendiant et qui a une forme parfois de radicalité qui frôle l'extrémisme. Oui. Il y a une forme de rivalité entre le frère et la sœur. C'est Schoenfield et Jacques Dallarin qui disaient que c'était plus dévot que moi, tu meurs. Il y a une forme de rivalité et d'émulation qui doit dépasser d'une certaine manière Blanche, qui vit une foi qui est beaucoup plus traditionnelle dans ses marqueurs. Les renoncements vestimentaires de Louis IX, c'est quand même quelque chose aussi d'extrêmement singulier et qui a été mal perçu par l'opinion de son temps. On attendait d'un roi qu'il soit dans la pompe royale. Il n'y avait pas de droits normaux. Voilà. Il n'y avait pas de droits normaux que par rapport au président normal. Oui. Ce sont sans vouloir tomber dans l'anachronisme, leur liberté. Est-ce qu'il y a chez ces femmes, malgré tout, quand on voit leur caractère, en fait, leur force de caractère, une forme aussi de liberté? Alors, peut-être pour Isabelle, Marie répondra mieux que moi, pour Blanche comme pour Marguerite, il faut bien voir que les droits de la femme au Moyen-Âge sont extrêmement réduits. Elle est une éternelle mineure, sous l'autorité de son père, puis sous l'autorité de son mari. Donc elle ne décide pas
jusqu'à son veuvage, en fait, ce qui donne une certaine liberté, et d'ailleurs, on le voit bien avec Blanche, c'est à partir du moment où son mari meurt, en 1226, qu'elle prend les rênes du pouvoir, mais elle prend aussi les rênes de sa vie, et elle prend ses propres décisions. Mais jusque-là, tant qu'on est reine consort, il faut plutôt voir le pouvoir sous une forme de complémentarité entre le roi et la reine, mais pas d'une liberté pure de la reine en réalité. Et même quand elle fait son testament, il faut toujours qu'elle ait l'autorisation du mari qui va lui donner une somme d'argent. Donc même pour ses fondations, quelque part, il n'y a même pas cette liberté absolue. Voilà, donc il faut rester mesuré en ce qui concerne la liberté au moment du veuvage, oui. Tant qu'on est une femme, une jeune fille sous l'autorité du père, puis une femme mariée sous l'autorité de son époux, non. Complémentarité, mais attention, même alors je mets des très gros guillemets, féministe, entre guillemets, comme Christine de Pisan, va sans cesse dire que la princesse doit obéir à son mari, elle doit être contrôlée par son mari, etc. etc. Donc il n'y a vraiment pas cette liberté telle qu'on l'entend aujourd'hui. Oui, c'est la mort du mari qui rend libre. Oui. Et Isabelle choisit d'une certaine manière de ne pas avoir de mari, donc elle ne se pose pas la question. Elle a sans doute aussi une position qui est un petit peu particulière parce qu'en fait, elle n'est pas fille de roi très longtemps. À la mort de son père, elle devient sœur de roi. Donc peut-être aussi que ça lui permet de se tailler une indépendance qui est un peu différente parce que quand on voit la manière dont Louis IX a aussi gouverné le sort matrimonial et la vie de ses propres filles, dans les conseils qu'il donne à sa fille Isabelle, on parle souvent des enseignements de Saint-Louis à son fils, avant son départ à la dernière croisade, Philippe III. Il adresse des conseils identiques à sa fille Isabelle, nommée Isabelle d'après justement sa tante, Isabelle de France, dont on a longtemps parlé. C'est deux Isabelle de France, un peu compliqué à suivre, mais bien dans celle-ci, il lui donne quand même des conseils qui sont... il ne lui conseille absolument pas, elle est déjà reine. Il attend qu'elle porte des enfants, il attend qu'elle soit une princesse pieuse, mais il lui recommande quand même en termes de toilette de ne pas trop en faire, mais de ne pas non plus en faire trop peu, donc d'être dans quelque chose d'équilibré. Donc c'est intéressant aussi de voir comment est-ce que Louis IX n'a pas du tout donné la liberté que s'est octroyée sa sœur et qu'il a également accordée à sa sœur, il ne la donne pas à ses propres filles. Alors il nous reste un peu moins de 5 minutes. On a vu ces trois femmes d'exception. Est-ce qu'il y a dans l'entourage de Saint-Louis d'autres femmes, des ordres religieux spécifiques qui jouent un rôle, voire des femmes isolées, saintes mystiques, saintes femmes, dans l'entourage du roi et qui vont marquer sa dévotion, son parcours ? Alors, j'aurais quand même tendance à dire que les dévotions féminines restent souvent des dévotions féminines. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que, par exemple, Blanche de Castille avait une grande dévotion pour Élisabeth de Hongrie, qui était un modèle de princesse et de reine pieuse. Louis IX, par exemple, ne voue pas un culte, une dévotion aussi spéciale à Élisabeth de Hongrie, mais sa fille Isabelle va en vouer une, sa sœur Isabelle en voue une. Donc, on a un petit peu cet équilibre. Schoenfield, par contre, ce qu'il montre, c'est que les Capétiens vont véritablement s'entourer d'une certaine manière de saintes femmes, mais ils ne vont pas chercher la même chose auprès des saintes femmes que les femmes de la lignée. Les femmes, on l'a vu, elles vont mobiliser les saintes femmes pour des guérisons au sein de la famille royale. On va chercher Blanche va chercher une sainte femme d'Auftère pour guérir Isabelle. On a dit Marguerite qui va chercher pour Philippe IV le Bel, on l'emmène sur la tombe d'Isabelle. Les rois vont faire appel aux saintes femmes pour leur pouvoir de prophétie. Prophéties qui sont censées conforter leur domination. Charles d'Anjou, par exemple, va faire appel à une sainte femme pour confirmer sa domination en Sicile. Et puis progressivement, le problème, c'est que la prophétie de ces saintes femmes ne tourne pas toujours à l'avantage des hommes. Et donc avec Philippe III, ça commence à se corser les relations avec ses prophéties. Et sous Philippe IV le Bel, comme je le disais, c'est le divorce. Et avec la dernière des saintes femmes célèbres, c'est Jeanne d'Arc. On voit bien qu'il y a aussi une ambivalence, c'est-à-dire qu'elle est soutenue d'un côté par le roi, mais il l'abandonne ensuite. Et donc voilà, il y a
disons que politiquement, les hommes ont besoin des prophétesses, les hommes gouvernants, les Capétiens ont besoin des prophétesses, mais qu'ils s'en méfient aussi d'une certaine manière. C'est assez ambigu comme message. Un dernier mot sur les Béguines. Les Béguines ont joué un rôle dans le règne de Saint-Louis? Eh bien, oui, il y a des fondations. En fait, on voit que quand Souer Louis se déplace, il peut visiter des béguinages. Et il y a quelques fondations de donations pieuses qui sont faites aussi à des béguinages qui ont encore à cette époque-là une bonne image, y compris auprès des rois de France. Oui, c'était une nouveauté en fait. Le grand béguinage de Paris, il participe à cette fondation au milieu du XIIIe siècle. Donc, Eh bien, merci beaucoup toutes les deux, Muriel Gaud-Ferragut et Marie Dejoux. Muriel, donc vous avez publié Blanche de Castille, un ouvrage très accessible qui se lit très facilement, Régente et chef de guerre, paru chez Calippe dans la collection Destin. Je veux aussi mentionner La Reine au Moyen-Âge, paru chez Texto, sur le pouvoir au féminin 14e, 15e siècle. Marie Dejoux, vous avez donc dirigé ce colloque Saint-Louis après Jacques Le Goff, paru aux presses universitaires de Rennes. Nouveau regard sur le roi et son gouvernement, donc au pur. Et je ne pense pas l'avoir mentionné en début d'émission, mais vous avez aussi publié, coédité avec d'autres historiens, un livre qui s'intitule La justice de Saint-Louis, un livre paru aux presses universitaires de France. Et comme bien évidemment nous réalisons cette émission sur Saint-Louis, je dois mentionner évidemment le Jacques Le Goff, le Saint-Louis de Le Goff. Donc là, ici, il s'agit d'une compilation de plusieurs de ces ouvrages, dont le Saint-Louis, héros du Moyen-Âge, le Saint et le Roi. Il parle également de Saint François d'Assise, de Reims, ville du Sac, de la cour royale, etc. Donc paru chez Quarto, chez Gallimard, dans la collection Quarto. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs et chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à aller sur KTO TV, écouter, découvrir nos autres émissions, et puis aller chez Storia Voce, notre partenaire, afin d'écouter les émissions enregistrées avec Muriel Gaud-Ferragut et Marie Dejoux sur Saint-Louis, mais aussi ses reines du Moyen-Âge. Merci beaucoup, et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle émission de Risque de l'Histoire.